UNESCO Remote Radio Week 2021. Get ready for a week devoted to helping radio stations broadcast remotely. La Remote Radio Week, acte 4, scène 3, avec le cloud dans notre ligne de mire et avec Nicolas Orbert, les outils pour les radios libres et quelques outils disponibles en open source. Bonjour Nicolas. Madame, mademoiselle, messieurs, bonsoir. Merci pour l'invitation. Je m'appelle Nicolas. Je travaille à la fois de manière salariée pour une fédération de radios associatives qui s'appelle Radio Campus France, IASTA plus précisément, et je suis également très engagé dans un programme, un projet radio, un projet multi avec beaucoup de sens, beaucoup d'approches très différentes en matière de radio qui s'appelle le projet Pinode. Alors, il m'a été demandé de faire une approche, un masterclass. Alors, c'est un grand mot en ce qui me concerne, pour essayer d'expliquer un petit peu ce qui a pu se passer l'année dernière durant le confinement en matière de mobilisation, justement dans ces radios libres, dans ces radios associatives, de populations qui avaient souhaité justement garder une sorte de contact qu'on pourrait qualifier de fatigue durant ces périodes un peu de crise. Et du coup, du côté des radios campus, il y a eu énormément, évidemment, via le web, parce que c'est malgré tout un outil qui a été vraiment, un espace qui a été vraiment pertinent pour échanger et préparer un petit peu la production radiophonique qui elle était vraiment le désir de tout le monde. Tout le monde voulait maintenir un vrai lien et continuer à produire. Il a donc fallu mettre en place pas mal de choses, d'outils, de pratiques et avoir des décisions collectives. C'est exactement aussi ce qui s'est passé dans le projet Pinode, puisque c'est une association, à la base, c'est un projet qui se veut un projet radio au sens vraiment très large, c'est-à-dire qu'il y a aussi des installations qui font écho à ce qu'est la radio. Il y a la logique de Radio Art, il y a des interrogations sur l'utilisation politique du spectre hertzien. Il y a beaucoup de questions sur les outils et l'utilisation des outils. Il y a évidemment un penchant assez naturel, et là, c'est ce qui rejoint un petit peu les deux activités, sur les questions de logiciels dits libres, voire open source, qui sont quand même deux notions bien distinctes, qui très souvent se recoupent. Et c'est un petit peu ce que je vais essayer de vous présenter aujourd'hui. Alors, pour que vous compreniez un petit peu la partie technique, nous avons tout début mars, au moment du fameux lockdown, de ce confinement qui avait été décidé, confinement total, au sein de cette radio Pinode, nous avons été plusieurs à nous dire il faut qu'on fasse quelque chose, on a envie de faire de la radio, et on s'est réunis donc sur p-note.org, sur cet IRC, donc un chat, c'est une vieille technologie de chat. Vous allez comprendre qu'on reste parfois dans des slow technologies, je ne sais pas comment on appelle ça, des technologies qui n'ont pas toujours la beauté des applications des plus grands monopoles industriels du monde, mais qui ont le mérite d'exister et de fonctionner très très bien. Un IRC, c'est tout simplement un endroit où vous pouvez aller discuter avec d'autres, échanger, etc. en écrivant. On s'est retrouvé à cet endroit-là. On a aussi utilisé des téléphones VoIP en ligne comme Mumble, qui sont aussi des équivalents de technologies qui existent par ailleurs pour échanger en ligne par le biais de la téléphonie VoIP. Je cite des noms, on y reviendra. Et nous avons échangé au sein de cette association qui a la volonté toujours de mettre en place des décisions groupées, des décisions collectives, en tout cas de réfléchir ensemble pour arriver à des propositions. Et nous avions au départ décidé de proposer un créneau horaire de 18h à 22h pour permettre effectivement à plein de gens de se concentrer un petit peu sur des programmes liés à la situation qui était la nôtre, la situation de confinement. Ce créneau s'est très rapidement appelé antivirus et il a très rapidement été complètement transformé en une journée entière de programmation, puisque cela a rencontré un succès extraordinaire, puisqu'il y avait quasiment, à partir du lever du jour jusqu'au coucher du jour, voire même plus tard, il y avait des programmes en direct d'un peu partout. Pour cela, nous avions entre guillemets, décidé ensemble un petit peu d'une stratégie, c'est un grand mot, mais d'une manière de faire en tout cas. Nous étions une dizaine approximativement, un peu plus peut-être. Nous avions décidé de mettre en place des outils XY pour permettre à d'autres gens d'appréhender ces outils, de se les accaparer et de devenir quasiment autonomes en matière de diffusion. Et là, nous en arrivons au propos central, je pense, qui fait l'objet de cette discussion aujourd'hui. Vous devriez normalement trouver sur une présentation que j'ai rapidement faite pour aujourd'hui. Sur la page 2, donc, il y a cette question centrale qui est l'autonomie et l'indépendance. Alors, j'ai fait une introduction sur les radios libres de l'Est avec Radio Verte Fessenal qui s'est appelée Radio Dreieckland par la suite, où déjà à l'époque, on fabriquait soi-même des émetteurs. On est quelque part dans la droite lignée de cette période-là, qui d'ailleurs est la suite aussi
La logique sur l'accaparement, l'appréhension et l'accaparement des technologies pour ne pas justement être, dépendant, comme on peut l'être parfois, des outils technologiques. Alors, les idées motrices sont celles-ci, c'est faire par soi-même, apprendre à réfléchir et donc à une prise de décision collective, ça c'est plus de l'ordre de l'organisationnel. Il y a des questions d'économie financière, mais aussi des questions d'économie en termes d'écologie, toujours, qui sont liées un petit peu dans ces questions d'outils. Il y a une volonté de partage. Alors, c'est là où il y a un élément essentiel qui est la documentation, puisque quand on fait quelque chose, même par exemple quand on fait la trésorerie d'une association, parce qu'on n'y pense pas toujours, mais c'est important de partager les outils et de documenter ce qu'on fait. C'est ça la collaboration, c'est ça le partage avec les uns avec les autres. Et bien sûr, tout ça, pour arriver à une recette, il faut qu'il y ait une certaine tolérance, une compréhension des uns des autres et surtout une grande curiosité. C'est un peu une grande platitude ce que je viens de vous dire parce que ça résume un petit peu, je pense, ce que sont les radios associatives ou community media plus largement. Alors, comment ça s'est passé ? Nous avons d'abord décidé effectivement d'envoyer à tous nos contacts cette proposition de faire de la radio. Nous avons d'abord utilisé des mails basiques et nous avions aussi proposé à plein de gens de nous retrouver sur ce fameux IRC. L'IRC, c'est vous allez sur p-note.org, vous verrez, c'est ce qu'on appelle plus communément un chat, qui est vraiment la technologie IRC, c'est vraiment sûrement la plus ancienne, ou parmi les plus anciennes sur l'internet pour échanger de manière écrite. Vous pouvez installer tout ça sur vos serveurs et vous pouvez après il y a des histoires vous pouvez aussi mettre un bot qui accueille les gens, qui envoie des messages. Enfin, vous avez vraiment une fois que vous appréhendez les outils, une fois de plus vous avez un client. Vous pouvez depuis chez vous sur un logiciel que vous avez installé voir vraiment paramétrer vraiment comme vous voulez utiliser cet outil. Vous êtes vraiment maître de vos outils. Et sur ce chat, on avait donné rendez-vous à tout le monde pour les personnes qu'il fallait former. On a ensuite formé plein de gens. Je pense qu'on a formé on était, je vous disais, une dizaine à former chacun un cercle restreint, voire élargi parfois, de gens ou de groupes qui voulaient faire de la radio. Je pense qu'on est allé au-delà de 100, largement de 100 groupes ou de 100 personnes qui ensuite ont fait des émissions. Alors, en quoi ça a consisté cette formation ? Il a bien fallu former les gens à la technologie. Grosso modo, pour faire simple, il y a l'émission, le centre qui reçoit l'émission et qui distribue, pour faire simple, qui distribue à l'auditoire. Grosso modo. Ce centre, c'est ce que l'on appelle un serveur de streaming, un serveur de flux radiophonique sur le web. Là, on est sur la diapositive numéro 3. Je ne sais pas si on est dessus, on va y aller, voilà. Moi, je vais vous parler d'Icecast. Il en existe d'autres. Je vais vous parler d'Icecast parce qu'Icecast est, je pense, ce qu'on appelle une perle, puisque ce logiciel qui est installé sur un serveur distant, je crois, n'a quasi pas bougé ou subit très peu d'évolution parce qu'il fonctionne tellement bien, et ce, depuis bientôt, je pense, plus de 25 ans. À ma connaissance, il existe déjà en 94, 95 ou 96 peut-être. C'est donc, vous l'installez sur un serveur. Alors, il y a quelques connaissances, il y a un prérequis, mais vous pouvez aussi suivre des tutoriels en ligne qui vous permettent très facilement d'installer ça sur un serveur. Alors un serveur, évidemment, aujourd'hui, c'est difficile de sortir des grands noms des serveurs. J'ai pas envie de les citer, mais vous devinez bien qui sont les grandes marques aujourd'hui. Il y a des champions français. Vous avez parlé dans la conférence précédente, effectivement, des problématiques liées au fait que certains hangars avec des serveurs ont brûlé, ce qui a causé des problèmes. Mais sachez, vous pouvez aussi pousser ça jusqu'à installer chez vous un serveur. Vous pouvez très bien installer chez vous un serveur sur un vieil ordinateur et évidemment sur un Raspberry, qui sont des petites unités centrales qui coûtent quelques dizaines d'euros. Tout ça nécessite évidemment de savoir un petit peu programmer. Mais ça, ce sont des choses qui s'apprennent. Tout le monde peut apprendre à faire ça. Il y a énormément de choses sur Internet, énormément de documentation pour y arriver. À quoi sert ce serveur ? Et pourquoi utiliser un serveur de stream comme Icecast ? Je le dis, beaucoup le connaissent. Je ne suis pas moins un spécialiste, un grand ingénieur, et pourtant ce sont des choses que je connais bien et je pense être en capacité de pouvoir les installer. Ça vous permet de créer des points de montage. Ça veut dire que vous n'allez pas seulement faire une seule radio, vous allez pouvoir faire 25 flux radio si vous le souhaitez. Vous pouvez les paramétrer, chacun indépendamment, évidemment, avec des noms différents. Vous pouvez créer aussi une hiérarchie, c'est-à-dire que, par exemple, sur votre radio, automatiquement, si vous lancez tel et tel flux et que vous avez décrété qu'il est sur une hiérarchie supérieure, vous allez pouvoir couper tous les autres ou couper l'autre, le serveur qui est en ligne, ce qui parfois peut être utile pour faire des directs hors les murs ou ailleurs qu'au studio. Des flux primaires, des flux secondaires. Vous pouvez aussi, par exemple, paramétrer des flux qui seraient des flux que de playlists, par exemple, ou d'archives, qui démarreraient seulement depuis le serveur quand quelqu'un vient les écouter, pour éviter d'utiliser de l'énergie à faire tourner des flux dans tous les sens. Ensuite, vous pouvez facilement organiser l'affichage de métadonnées, ça gère aussi des formats très différents, comme l'MP3, log, etc. C'est extrêmement stable. Moi, tous les serveurs Icecast que je connais, alors c'est dépendant de plein d'autres choses aussi, mais c'est vraiment extrêmement stable. C'est vraiment
incroyablement professionnel et pourtant c'est gratuit. Voilà. Il y a aussi des outils qui permettent d'analyser le trafic, etc., etc. Et il est aussi possible de faire du streaming vidéo, mais je ne crois pas que ce soit sa plus grande qualité. Je tiens à remercier au passage toute la communauté des développeurs Icecast et des gens qui maintiennent tout ça en ligne de mire. Donc voilà, c'est un outil libre. Il est aussi open source. Donc ça rentre aussi dans une logique, une éthique, une idéologie, etc. Je me permets d'aller à la diapositive suivante. Nous avons donc ce serveur, nous l'avions mis en place. Nous avions déjà plein de flux. Maintenant, il fallait former un petit peu les gens à faire du streaming et à être autonomes. Donc ce que vous voyez sur la diapositive numéro 4, qui s'appelle LibreTime, est un autre logiciel libre et open source. Vous pouvez trouver des versions payantes où vous avez juste à payer et vous avez accès à des systèmes qui sont déjà préparés et tout. Une fois que vous avez installé LibreTime, c'est tout simplement un calendrier qui va gérer différents types de médias. Et vous pouvez créer plein d'accès. Nous avons, je ne sais pas, de personnes, par exemple, qui ont accès, ou même plus, je pense, qui ont accès à AirTime, à ce LibreTime, pardon, petit lapsus, LibreTime, pour pouvoir paramétrer son émission. Vous voyez devant vous, par exemple, un exemple, c'était une semaine durant le confinement, voilà, c'était rouge. Tout ce qui était rouge était du direct, donc ça démarre selon les jours, à des heures différentes, et ça finit tard le soir. Chaque fois, c'est un créneau. Et ça veut dire quoi? C'est un créneau. Dans ce créneau, vous dites, donc derrière, il y a le serveur Icecast, vous dites que à cette machine, telle et telle heure, à tel et tel jour, je vais écouter soit un fichier qui est dans la base de données, vous avez uploadé un fichier, vous avez téléversé un fichier que vous avez fabriqué, un documentaire, etc. Ou alors d'écouter un flux en direct depuis chez vous, quelqu'un est depuis chez elle, une personne est depuis chez elle et va streamer en direct depuis chez elle. Et donc là, vous dites, j'écoute un fichier ou j'écoute un flux qui va arriver à telle et telle heure et tel jour. Pareil, merci. C'est un jouet, ça ne remplace pas un logiciel d'automation que vous payez extrêmement cher. Il y a plein de choses que ça ne fait pas, mais il y a beaucoup de choses que ça fait et simplement pour beaucoup de gens. Diapositive numéro suivante, on a bien compris qu'on a le serveur de streaming, on a ce logiciel d'automation que je vous ai un peu sommairement présenté, qui s'appelle LibreTime, qui lui va un peu diriger les flux et les médias vers le serveur pour ensuite distribuer à l'auditoire. Je remonte la chaîne dans l'autre sens et là on arrive au client source. Et je vous présente aujourd'hui Broadcasting Using This Tool parce que c'est un bijou pour faire de l'encodage. Vous avez même des versions pour les téléphones. Il faut remercier Daniel Newton qui a développé ça, qui met ça à disposition gratuitement. Ça, c'est ce sur quoi on a aussi formé les gens. On a formé plein de gens sur AirTime pour qu'ils soient autonomes. Mais quand ces personnes voulaient faire des directs depuis chez elles, évidemment, il fallait un logiciel qui encode un flux en direction du serveur et de ce LibreTime pour qu'il soit ensuite distribué. Là, vous avez donc cet encodeur qui est sur votre ordinateur. On vous donne des paramètres serveurs qui sont faciles à paramétrer, chacun avec son point de montage, etc. Et vous choisissez la qualité, vous choisissez aussi du mettre un nom, etc., etc. Vous cliquez sur le play, vous êtes en ligne, et si AirTime et LibreTime, donc le logiciel d'automation en ligne, est bien paramétré, il écoute ce flux et le distribue aux auditeurs. Anecdote, on peut aussi être sur un multiflux, c'est-à-dire que votre flux il peut y avoir 25 flux en même temps en direct, c'est ce qui est le cas de Pinot parfois. Enfin, je donne un chiffre, plusieurs flux en direct, voilà, ils sont dans un multiflux. Tous ne sont pas diffusés sur toutes les antennes DAB en France ou sur les antennes FM pour lesquelles le projet a été autorisé. Ils peuvent être aussi autonomes sur l'Internet et ça n'a pas moins de valeur. Voilà, donc ça c'est ce sur quoi on a formé les gens. Je dis au passage, il y a beaucoup d'autres outils dans le document, beaucoup d'autres clients par exemple pour encoder. Il y a comme par exemple le Mix qui est plus pour faire de la musique, mi3x.com je pense. Mais si vous voulez, vous pouvez faire circuler cette présentation. Il y a tous les liens vers plein de choses pour effectivement trouver des ressources, etc. Diapositive suivante, je présente justement une liste de ressources. Et par exemple, Liquid Soap, qui est vraiment une sorte de couteau suisse pour les développeurs pour faire du streaming. Vous pouvez créer des radios sur serveur qui sont complètement, vous parliez de cloud tout à l'heure, vous pouvez créer des radios qui sont complètement autonomes. À la limite, vous avez juste un navigateur, dans lequel vous allez de temps en temps déposer des fichiers. Ils vont automatiquement à une adresse précise, être déposés sur un serveur et être joués de manière aléatoire ou selon les caractéristiques que vous aurez définies. Liquid Soap. Il faut un petit peu s'y connaître. C'est toujours pareil, on n'a rien sans rien. Vous trouverez plein de ressources sur icecast.org, justement au niveau apps, sur des listes de lecteurs, même des clients pour envoyer depuis chez vous. Et bien sûr, plein d'informations pour installer un serveur Icecast. Sur Pinot, on a développé il y a des gens qui ont développé la P-Box, qui à partir d'une petite unité centrale Raspberry peut faire plein de choses. Pourrait d'ailleurs être un serveur Icecast installé chez vous. Vous pouvez très bien avoir une sorte de Raspberry, donc petite unité centrale. C'est des tout petits ordinateurs que vous pouvez complètement paramétrer. Alors, ils ressemblent ne ressemblent pas à un ordinateur, ça ressemble à une petite boîte dans laquelle, dedans, il y a une unité centrale, il faut la paramétrer.
peuvent faire plein de choses, et notamment, voilà, nous, on a, dans Pinode, des gens ont développé des programmes qui permettent, si vous le pluguez sur Internet, automatiquement, vous avez un point de montage, donc un flux radio en ligne qui existe. Vous faites une micro FM, vous pouvez aussi diffuser, je dirais, dans la pièce dans laquelle vous êtes. Alors, c'est interdit, évidemment, mais là, on diffuse à des 0,01 watts. C'est grosso modo la radio de la pièce. Pourquoi ça fait référence à pas mal de choses, je ne vais pas pouvoir développer ici sur la question de la micro-radio. Plein de documentation sur documentation/Pbox du site Pinode. La CB, pourquoi je parle de ça? La CB, c'est aussi un moyen d'échanger. Rappelez-vous, ça existe toujours. Il y a des gens qui font toujours de la CB. C'est pas très compliqué pour faire de la CB. La micro-FM, je vous invite à vous renseigner. C'est quelque chose d'extraordinaire. Ça a été un petit peu théorisé par un monsieur qui s'appelle Tetsuo Kogawa, qui a, lui, créé un réseau de micro-radios qui se relayaient les unes les autres et du coup, ne tombaient pas sous le coup de la loi à l'époque au Japon. Il faisait des réseaux de radiodiffusion, etc. J'ai manqué de mettre Routio, qui est un système qui est très utilisé, notamment sur le continent africain. Alors, j'ai pas les pays précisément, mais ça s'appelle Routio, et qui permet effectivement, par exemple, d'avoir un petit serveur informatique qui gère des appels téléphoniques directement, même sans avoir de smartphone, avec des téléphones lambda qui appellent un numéro, et sur lequel on peut laisser un message et qui sont diffusés à la radio. Enfin, je manque un peu de temps ici pour développer tout ça, mais toutes les ressources sont ici. Il y a des gens même qui créent des réseaux de télécommunications indépendants. Il y en a un qui existe en Espagne qui s'appelle Guy. Des gens, vous pouvez vous-même créer chez vous un système qui puisse permettre de contribuer à un réseau de télécommunications. Pareil pour du web. Il existe j'étais à Hambourg très récemment aux Conference on Migrations and Media Awareness à Hambourg. Et j'ai vu qu'il y avait un réseau Internet créé par les citoyens. On est dans les logiques on fait par soi-même, on apprend par soi-même. Il existe énormément de logiciels et de technologies qui sont mises à disposition. C'est sûr que, je le répète, on n'a rien sans rien. Il faut un petit peu mettre la main à la pâte. Mais à l'arrivée, on a des choses qui sont complètement indépendantes, autonomes. Je crois que je dois m'arrêter pour qu'on ait quelques minutes pour des questions. En tout cas, moi, je vous remercie déjà tout le monde, Nicolas, Philippe, toute l'équipe de la Lettre Pro, Fatim et l'UNESCO aussi, pour permettre à ce que des gens parlent de radio toute cette semaine. Merci beaucoup, Nicolas. C'était passionnant. Moi, j'ai deux questions. La première, est-ce qu'on peut mettre en ligne cette présentation sur un de nos sites? Elle n'est pas très belle, cette présentation, mais oui, avec plaisir. Elle n'est peut-être pas très belle, mais en tous les cas, elle est très riche d'enseignements. Est-ce que vous n'êtes pas dans une démarche de déconditionnement? Et est-ce que cette démarche qui pourrait être considérée, vous ne voyez rien de péjoratif dans mon interrogation, comme un peu de bricolage, permet néanmoins de mener des actions radiophoniques de qualité, notamment sur le plan sonore? Alors, la première question, c'est sur le déconditionnement. Je pense que avant même de parler de déconditionnement, il s'agit de ne pas l'être. Donc, il ne s'agit pas de déconditionner, mais tout simplement de ne pas forcément l'être. Je ne maîtrise pas ce mot, parce que je crois que je l'entends un peu dans ce cadre-là, je l'entends pour la première fois. J'entends effectivement comme si ce serait pour essayer de se sortir un peu de ce tout technologique, de ce tout, etc. Je vous le disais tout à l'heure, moi, par exemple, j'ai pas de smartphone. C'est personnel, je suis pas en train de vous dire que c'est mal les smartphones, mais voilà, moi, personnellement, je n'en ai pas l'utilité. Donc, je suis plutôt, moi, personnellement, dans ce genre de démarche, et je rencontre plein de gens, effectivement, dans cet univers, qui sont, on se ressemble beaucoup, on a ces démarches-là, on n'a pas envie de consommer inutilement. Ouais, c'est vrai qu'il y a quelque chose de cette nature-là. Je pense que c'est très mal dit de ma part, et puis il y a une volonté surtout de faire de la radio, oui, mais pas n'importe comment, pas à n'importe quel prix, puis comprendre un peu comment ça fonctionne et comprendre ce qu'on fait. C'est une démarche. J'ai toujours le mot éducation populaire qui me vient. Je sais que c'est tellement has-been aujourd'hui, souvent, d'utiliser ce terme-là, on nous le reproche parfois. Non. Il y a cette chose-là, quoi. C'est-à-dire, il y a différents motifs quant à faire de la radio. Il n'y en a pas un qui est mieux ou moins bien que l'autre. Moi, ce que je trouve, c'est que moi, j'ai appris énormément de choses. J'ai eu beaucoup de chance d'être dans ces environnements-là et j'ai envie que d'une chose, c'est d'avoir une certaine continuation sans prétendre être dans un vrai ou dans quelque chose. Voilà, la question sous-jacente, Nicolas, c'est est-ce qu'avec ces outils que vous venez de présenter, on peut fabriquer de la radio, que l'on soit en Afrique, en Europe, en Asie ou ailleurs? Bien sûr. Alors après, je ne connais pas toutes les configurations. Le web est quand même plus compliqué.
parce qu'il nécessite beaucoup plus d'infrastructures. J'utilise en plus volontairement le terme web parce qu'il a une orientation, un développement depuis 20 ans qui est très particulier, qui ne va pas dans le sens de on est plus sur un refermement, je ne sais pas comment le dire pour pas dire de bêtises, mais quelque part, le web a déjà été plus ouvert. Il a tendance à être un petit peu, dans des logiques un peu plutôt oligopolistiques, tout en laissant évidemment des grandes opportunités. Donc, quand même, le problème du web, c'est qu'il faut des infrastructures. Si vous ne les avez pas, c'est compliqué. Je pense que mettre en place un flux FM est presque plus simple parfois. Mais oui, bien sûr, ces outils. Surtout, j'ai relevé que vous avez posé la question de la qualité. Et je vous assure que Icecast, par exemple, est un serveur. Je pense que la plupart des technologies serveurs aujourd'hui sont basées sur Icecast. En termes de radiodiffusion de streaming. Fatim, qu'est-ce que ça t'inspire? Je crois qu'on n'entend pas Fatim. Si? Je n'entends pas, mais ça va revenir. Parce qu'elle a dû enclencher son micro ou le désenclencher. Ou c'est peut-être Philippe de l'autre côté qui réalise cette discussion visuellement. Fatim une fois, Fatim 2 fois, Fatim 3 fois. Pour une fois, c'est pas ma faute. Bien. Oui, la qualité sonore, parlons-en, parce que c'est quand même une condition indispensable, obligatoire, impérative, sine qua non, au moins faire bénéficier l'auditeur d'une confortabilité sonore. C'est important pour une discussion, par exemple, comme la nôtre, pour une émission de radio aussi. Je ne sais pas, vous voulez parler, Fatim ou... Non, vraiment. Elle est revenue. Vas-y, Fatim. Je suis revenue. Si vous m'entendez, c'est très bien. Oui, très bien. Vas-y. Sur la limite du fait main, la fabrication d'émetteurs et tout ça. Bon, jusqu'où est-ce qu'on peut aller? Parce qu'on pourrait être tenté de se dire qu'on fabrique tout, puis on lance une radio. Après, est-ce qu'on a vraiment le droit de lancer soi-même sa radio depuis chez soi? Et puis, vous avez parlé des micro-radios. Je ne sais pas du tout ce que c'est que les micro-radios. Je l'apprends. Vous avez parlé du cas du Japon. C'est une expérience qui a eu lieu dans les années 80 d'une personne qui a créé un réseau de micro-émetteurs. Et en fait, vous pouviez relayer votre voisin de manière à porter la discussion un peu plus loin. Parce que voilà, il y a toujours un cadre légal qui peut-être vous en empêche pour X raisons. Parce que il y a un État qui a instauré, et je dis pas que c'est mal, je dis juste qu'il y a un cadre. Et parfois, vous n'avez pas la possibilité de rentrer dans ce cadre pour X raisons. Parce que vous n'avez pas été sélectionné, il n'y a pas eu d'appel, etc. Vous pouvez aussi trouver d'autres moyens pour faire des choses, tout en respectant quelque part la loi. Moi, je ne suis pas en train de dire qu'il faut être hors la loi, c'est pas mon but du tout. Mais si vous voulez, à travers ce processus-là, une fois plus, qui moi je trouve intéressant, c'est que ça questionne la loi. En fait, ceux qui ont fait ça, justement, dans les années 80, ils ont questionné la loi. Toutes les gens qui ont commencé à faire de la radio pirate au moment où il y avait un cadre, ou même avant d'ailleurs, à un moment donné, ou questionner la loi, ou interroger la loi et sa légitimité même. Le meilleur exemple, c'est Radio Libre Verte Fessenheim, Radio Dreieckland. Oui. Ils ont contribué avec plein d'autres, ils ne sont pas tout seuls, je le répète, à ce que la loi bouge. Pardon, je vais couper, excusez-moi. Voilà, que la loi, elle bouge. Donc là, on est dans les mêmes logiques. Après, sur la question qui rejoint peut-être un peu la question qualitative qui était la vôtre, si vous avez des moyens, évidemment, c'est toujours plus simple. Maintenant, quand vous n'avez pas de moyens, vous pouvez aussi faire des choses. C'est ça qui est important. Et vous pouvez, en apprenant, optimiser, améliorer, etc. Je pense que les gens qui fabriquent des émetteurs, au départ, ont commencé à les fabriquer eux-mêmes. Enfin, d'ailleurs, ils le font toujours aujourd'hui, mais entre guillemets, ils ont développé des processus d'industrialisation. Donc oui, évidemment. Et sur la qualité délivrée à l'auditeur par rapport à tous les outils, je ne crois pas dire une bêtise en disant que, vous savez, c'est une chaîne du son. C'est une chaîne, le son. Donc ça commence, moi-même, là, je suis très mal équipé aujourd'hui, j'ai un ordinateur, vous voyez, alors comme quoi l'ordinateur... Les coordonnées sont les plus mal chaussées, Nicolas. Voilà, mais quand je fais de la radio, j'essaie de faire attention à la qualité de mon micro, à la qualité de mes câbles, à la qualité de ma table, à la qualité de mon élocution, à mon propos, à ma distance au micro, parce que j'utilise, moi, par exemple, très peu de compresseurs, donc quand j'essaie de faire très attention à ça, et ça, c'est quelque chose qui s'apprend, évidemment, tout s'apprend. Alors, on peut rentrer dans un studio avec un super compresseur et tout de suite croire qu'on a une super voix, etc. Mais on y perd, par exemple, je pense, en termes de qualité. Je parle de compression voix, je ne parle pas de compression antenne, une chose comme ça. Je ne maîtrise pas du tout, d'ailleurs. L'objectif, c'est aussi de se former, on l'a vu, vous l'avez indiqué, pas véritablement, mais c'est aussi de se développer intellectuellement, techniquement, pour grandir intellectuellement et proposer un nouveau service, un nouveau produit. Voilà. Juste une petite chose, dans Pinode, il y a énormément, je suis peut-être le seul même qui n'a pas une pratique sonore, pour pas dire musicale,
mais une pratique du sonore, pour la plupart, depuis parfois 10, 15, 20 ans. Il y a des gens que je connais une personne qui a été ingénieur son d'un grand artiste connu qui s'appelle Pierre-Henri. Il y en a d'autres qui ont sorti des disques énormément, qui sont très, très écoutés, des gens qui ont sorti des collections, donc il y a des gens qui sont très, très attentifs au son, bien sûr, mais ça n'empêche pas, je pense, d'être aussi tolérant vis-à-vis de ça. C'est-à-dire qu'on peut aussi écouter... Quand on sait quelqu'un qui ne sait pas faire du son, il faut bien qu'il commence, il faut bien qu'il apprenne. Donc effectivement, je trouve que dans ces médias-là, dans ces radios-là, chaque chose a sa place. On est aussi là pour tolérer ça, pour avoir une tolérance vis-à-vis de ça. Et d'essayer, ça n'empêche pas d'avoir des ambitions aussi, des ambitions qualitatives, j'entends bien. Une dernière question, Fatim. C'est comme le vinyle, on l'apprécie après. Mais ce que je voulais poser comme question véritablement, c'est quelles sont les limites des logiciels gratuits? Vous en avez beaucoup parlé. C'est très bien les logiciels gratuits, mais c'est quand ça commence à devenir intéressant justement qu'on a oublié d'en acheter une qui est payante. Alors, concernant par exemple ce Icecast et Bud, je ne vois pas où est la limite. Je ne saurais pas vous dire. Okay. Vraiment, je ne crois pas qu'il y ait de limite. Même en termes qualitatifs, vous pouvez encoder, il me semble, je sais pas, X 3 x 16 bits, 48 bits, ou 192 bits, ou en 96 kHz d'échantillonnage. Vous pouvez streamer en audio pur, enfin en audio, c'est-à-dire là où j'ai des lacunes, vous verrez bien que je suis pas non plus un grand ingénieur son, mais vous pouvez encoder en audio qui ne soit pas compressé. Enfin, après, ça dépend de tellement de choses. Il vous faut une bande passante, vous, puis l'auditeur aussi. Donc, après tout est fragile quand même, malgré tout aujourd'hui. Ça reste fragile évidemment, mais c'est pas du fait des logiciels libres. Icecast existe depuis plus de 20 ans. Icecast, je vous dirais presque que c'est un véhicule germanique, quoi. Vous voyez, ça tient la route, c'est costaud. Nicolas, merci pour. On arrive au terme de cet entretien, mais merci pour la liste, j'imagine quasi exhaustive, de ces outils et logiciels libres. Il n'y a pas d'exhaustivité, jamais, je ne crois pas. D'accord. On peut la retrouver où, Frédéric, sur lequel des sites? Mais ça fait 2 fois que je pose la question à Nicolas. Il me dit je vais peut-être la revoir un petit peu, l'affiner, la colorer, la corriger. Donc mettez-la à disposition, il n'y a aucun problème, avec plaisir. C'est le but. Super. Et alors moi j'avais juste une dernière question, mais alors en 15 secondes, le son que tu as joué en préambule, moi j'ai eu du mal à comprendre de quoi il s'agissait. C'était une annonce de gens qui faisaient de la radio justement dans les années 70 sur Radio Verte Fessenheim. Alors, il parlait de soldats parce que plein de gens étaient engagés justement comme des soldats dans une lutte contre l'installation de réacteurs nucléaires dans le Grand Est. Exactement. Et les gens fabriquaient eux-mêmes leurs émetteurs. Ouais, tout à fait. Ouais, j'avais eu du mal à percuter et à comprendre. Bon, merci Nicolas. Je rappelle que Nicolas est le délégué général du réseau Radio Campus France. Il y a combien de campus en France et peut-être même à l'étranger, je crois maintenant? Oui, il y en a plein. Mais en France, on est dans le réseau. Il y a 29 radios, 29 stations membres qui sont toutes plus belles les unes que les autres. Ah, j'imagine. Merci beaucoup, Nicolas. À très bientôt. Merci. Merci à vous, à bientôt.